c'est celui-là, ok. Bonjour, donc je m'appelle Manu Gallure, je suis auteur, compositeur, interprète de chansons depuis une dizaine d'années. J'ai été confronté à des idées sur la création qui m'ont plus ou moins servi, enfin, ou qui m'ont gêné ou qui m'ont pas gêné. La première idée sur la création, c'était cette image de la page blanche dont on parlait beaucoup, qui était l'idée que un créateur, à un moment donné, se retrouvait dans l'impasse de l'écriture, savait plus quoi écrire, il se sentait vide et il était comme ça, désarmé devant une page blanche. Et le pôle inverse de cet état-là, c'était le fameux mythe de Charles Trenet qui écrit la chanson La mer en 20 minutes dans le train entre Narbonne et Carcassonne. C'est une histoire, peut-être qu'elle est vraie d'ailleurs. Et ça, c'était un peu l'opposé qui disait, voilà, c'est l'artiste qui est complètement plein et qui d'un seul coup, en 20 minutes, flap, il écrit le plus grand chef-d'œuvre du monde, une espèce de chanson inoubliable comme ça. Et puis surtout, c'est le fait que c'était apparu d'un coup comme ça. Voilà, en 20 minutes, il avait besoin d'écrire et ça lui est un peu tombé du ciel, quoi. Les autres, il y a encore d'autres idées auxquelles on a été confronté. J'ai été confronté, il y avait l'idée qu'il ne faut pas copier sur son voisin quand on fait de la création, avec ces deux vers de Musset qui disaient je hais comme la mort l'état de plagiaire, mon verre n'est pas grand mais je bois dans mon verre. Vous connaissez peut-être, alors sans vouloir critiquer Musset, mais ça serait un peu prétentieux, mais il y avait cette idée que les créations se font un peu ex nihilo, c'est-à-dire que pour créer, pour être un bon créateur, il faut un peu sortir les choses il faut surtout pas sortir les choses des autres, quoi. Que c'est un peu sale d'aller toucher aux affaires des autres et qu'il faut un peu rester dans son précaré. Du coup, le pendant aussi de cette idée-là, c'était l'idée des œuvres, des chefs-d'œuvre un peu de tout temps ou des œuvres qui sortent un peu ex nihilo aussi. C'est-à-dire, enfin, j'avais fait une conférence sur la création avec un autre auteur qui expliquait que pour lui, les chansons se trouvaient préexistantes dans les nuages et que le rôle du créateur, c'était pas de les fabriquer, mais de partir à leur recherche et de les restituer, mais que les chefs-d'œuvre étaient préexistants à leur réalisation sur Terre, en fait. Une idée comme ça. Il y a un autre mythe auquel j'avais été confronté, c'était l'idée de l'artiste, enfin, qui est un peu le prolongement de cette idée d'œuvre ex nihilo, c'est l'artiste ex nihilo, c'est-à-dire un espèce de génie l'idée du génie qui serait génie depuis sa naissance, enfin de l'artiste qui naîtrait artiste et qui serait révélé finalement plus tard et mais qui porterait déjà en lui les germes des œuvres qu'il va créer ou de la grandeur qu'il aura et voilà, en oubliant un peu, enfin peut-être à mon sens, en oubliant les conditions qui font qu'on devient artiste, enfin le développement. Toutes ces idées-là existaient enfin c'est des idées qui sont courantes et moi je suis arrivé dans la création avec voilà, toutes ces idées en face de moi. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait d'autres manières et peut-être plus efficaces pour moi de voir l'acte de création. Notamment en me posant la question de quelles sont les étapes qui font qu'on devient artiste, comment on décide d'être artiste. Et j'ai été aidé là-dedans par un bouquin de Scott McCloud qui s'appelle L'art invisible. Alors bon, les gens qui font un peu de BD ou qui s'intéressent un peu à la BD la connaissent. Ceux qui connaissent pas cette BD, enfin moi je la trouve vraiment super, je vous la conseille. Ça s'appelle L'art invisible et il y a un chapitre donc où il parle de l'artiste en devenir et comment
on devient artiste. Alors, il explique par exemple qu'au début, on est souvent touché par une œuvre, un peu plus fortement que par une autre œuvre. Il y a une œuvre qui nous bouleverse. Et comme tout le monde, enfin tout le monde ici a été touché fortement par des œuvres, mais on est touché à un point qu'on a envie de reproduire cet état chez les autres, en tout cas de s'approprier cette œuvre et de la restituer d'une manière ou d'une autre et de devenir soi-même créateur. Euh, la première chose dont on se rend compte, c'est qu'on est souvent, on a envie de créer par rapport à une œuvre qui nous a touchés, dans la même forme d'art que cette œuvre. Moi, il se trouve que j'ai été touché par des chansons et que, du coup, j'ai eu envie de faire de la chanson. Quelqu'un qui va être très touché par la BD va décider de faire de la BD, etc. Alors là, c'est le moment un peu, le moment un peu pédant de ma discussion. Je vais vous parler de Deleuze, ça va être très rapide. Il y a une conférence que fait Deleuze auprès de jeunes cinéastes. Vous allez voir, hein, j'ai pris le plus simple de la conférence, hein, où il dit aux cinéastes, quand on crée, on n'a pas des idées dans l'absolu, mais on a des idées dans une forme d'art, ou dans un sujet délimité. Il dit par exemple, vous avez des idées en cinéma, moi j'ai des idées en philosophie. Quant à moi, personnellement, j'ai des idées en chanson, mais j'ai pas par exemple d'idées en BD, ou alors de manière très générale. Mais j'ai des idées en chanson qui sont très précises, parce que c'est le sujet qui me concerne, celui par lequel je suis obsédé, quoi. Et donc, à mesure qu'on commence à rentrer dans la création, on a décidé qu'on allait faire de la BD, de la chanson, de la peinture ou de la littérature. On découvre, à travers l'auteur qui nous a touchés, on découvre d'autres œuvres d'art, on découvre la forme d'art dans son entièreté, on découvre des écoles différentes, on découvre des styles. Et au fur et à mesure qu'on avance soi-même dans la création, on avance surtout dans l'analyse de l'art dans lequel on a décidé de rentrer. Et c'est cette capacité d'analyser l'art qui nous concerne qui va nous aider petit à petit à nous placer, nous, en tant que créateurs, dans une école, dans un genre, dans un style, dans une lignée avec des créateurs déjà existants. On acquiert au fur et à mesure du savoir-faire à travers, ces analyses qu'on fait de cet art. Je crois que c'est Umberto Eco qui disait que d'abord un artiste est identifié à d'autres artistes par la presse ou le public, et qu'au fur et à mesure qu'il va grandir dans son art, enfin il va devenir de plus en plus connu, on identifiera des artistes à lui plus tard, il deviendra une référence. Mais qu'au début, nécessairement, les artistes, on les identifie à d'autres pour les placer quelque part dans une lignée, quoi. Ensuite, à propos de plagiat, il y a cette idée d'intersexualité dont vous avez sûrement entendu parler, mais qui explique en gros que pour écrire quelque chose, enfin pour créer, on crée forcément à partir de choses qu'on a déjà lues, qu'on a déjà entendues, et que en fait on ne fait que réécrire des choses qu'on a déjà digérées soi-même. J'ai rapporté un bout de texte de Rodrigo Garcia qui me fait rire. C'est dans Jardinage humain, il écrit ma technique pour écrire est simple. D'abord, je copie mot pour mot sur quelqu'un qui me plaît, je transcris. Je laisse passer 1 an et avec le temps, je crois que c'est moi qui l'ai écrit. J'oublie complètement que je l'avais copié. Plus tard, je tombe sur un livre de cet auteur que j'avais copié mot pour mot et en le lisant, je me dis, on s'entendrait bien tous les deux. Alors, c'est la version un peu extrême de cette idée d'intertextualité. Moi, je suis assez proche de cette idée-là. Pour écrire, on est forcément dans la copie d'œuvres qui nous plaisent. C'est-à-dire, moi, je sais que quand une chanson me plaît, j'ai vraiment envie d'écrire la même chanson. Enfin, j'aurais voulu écrire la même chanson et il peut m'arriver d'essayer de la réécrire, mais différemment, en essayant de cacher aux yeux de ceux qui vont écouter les futures chansons que c'est une copie. Voilà. Alors, le tout est de le cacher suffisamment habilement pour que ça ne se voit pas.
mais je crois que c'est à peu près ce que fait tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui nous touchent, on a envie de se les approprier et on a envie d'avoir fait le même effet à d'autres personnes. Et ensuite, sur cette idée de page blanche et de Charles Trenet, dont je parlais au début, moi j'utilise des techniques qui sont où j'essaye d'éviter d'avoir des problèmes de page blanche euh, euh, par, euh, par la contrainte. Vous avez sûrement entendu parler des écritures sous contrainte, de l'Oulipo, de Pérec, tout ça. Euh, Il y a plein de techniques qui permettent de générer du texte, de générer des chansons sans avoir à réfléchir sans être devant la feuille et sans attendre que la création vous vienne des muses et du firmament. Je pourrais vous... Est-ce qu'il y a un stylo qui a été sorti? Un feutre? Non? J'ai oublié un feutre. Par exemple, Jean Fock, c'est l'auteur qui écrit pour Bachung. Il a une technique il écrit des kilomètres et des kilomètres de texte euh, pendant des heures, un peu comme une écriture automatique. Et ensuite, il se retrouve avec toutes ces feuilles, il se retrouve avec Bachung, et ensemble, au stabilo, ils passent quelques phrases qui leur sautent un peu aux yeux, qu'ils trouvent intéressantes. Et une fois qu'ils ont toutes ces phrases qui leur ont sauté aux yeux, ils les recollent les unes à côté des autres et ça fait et puis après ils font en sorte que ça rime et tout ça, ils bricolent et c'est ça qui fait les chansons de Bachung. Ces chansons un peu décalées et surréalistes. Ensuite, il y a un auteur toulousain qui s'appelle Éric Larenne avec qui j'ai fait des ateliers d'écriture, qui a une autre technique. Euh, c'est raté. Hop, ça va marcher. Euh, il fait dessiner des lettres où il dessine lui-même des lettres. Et l'idée, c'est de se retrouver face à cette lettre et d'oublier que c'est une lettre et d'essayer de voir un dessin à la place. Là, en l'occurrence, dans ce A, je pourrais voir par exemple un œil. Vous voyez ça? Un œil qui regarde vers le bas et qui s'est un peu déchiré la rétine, en l'occurrence. Euh, et alors ensuite, il fait écrire cette image sous forme de haïku. Alors un haïku transcrit en langue française, ça fait un vers de 5 pieds, un vers de 7 pieds, un vers de 5 pieds. Et donc, il se sert de cette technique-là, de passer par le visuel pour générer des petits textes. Et ensuite, pareil, il va les recoller, etc. Euh, Quant à moi, j'utilise plein de techniques différentes, à commencer par celle-là, mais plein de tirer des mots au hasard, écrire à partir d'une photo, etc. Il y a plein de techniques qui font qu'on génère du texte. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir beaucoup de petits bouts de texte, énormément de matière dans lequel on pioche, un peu comme font Bachung et Jean Fock, dans laquelle on pioche. Et ensuite, à partir de toutes ces toutes ces petites pépites un peu tirées de la boue, on les fout à côté, les unes à côté des autres, on bricole, on remet des rimes à leur place, etc. Et on voit bien avec ce genre de technique que l'histoire de la page blanche est un peu n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que si on est toujours dans une mécanique d'écriture, d'avoir du texte généré en permanence, on n'est jamais confronté vraiment à la page blanche parce qu'on a toujours de la matière qui arrive un peu malgré nous, quoi. Euh, et par opposition, on n'a pas jamais non plus comme ça cette chanson qui arrive en 20 minutes. Enfin, moi, ça arrive pas exactement comme ça, cette chanson qui arrive en 20 minutes et qui vous tombe du ciel, notamment parce que on est toujours dans un espèce de travail continu de, euh, de création un peu mécanique de texte et ensuite de recomposition à partir de ça. Euh, alors, mais cela dit, je vais nuancer un peu cette idée. C'est que il arrive pourtant, effectivement, enfin, je veux dire, je crois que le mythe de la chanson écrite en 20 minutes est peut-être vrai. C'est-à-dire que peut-être effectivement, Trenet a écrit en 20 minutes la mer entre Carcassonne et Narbonne. Pourquoi, enfin, comment se pourrait-il que ça arrive quand même des histoires comme ça? Alors, en 10 ans d'écriture, moi j'ai acquis un peu de savoir-faire, un peu de technique
qui font que il est possible d'écrire assez rapidement des choses qui ressemblent à des chansons. Et il peut arriver, par un concours de circonstances, que une idée qui me trottait depuis longtemps dans la tête se retrouve à se caser bien d'un seul coup et plaf, 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 j'écrive une chanson assez rapidement. En tout cas, c'est peut-être ce qui est arrivé à Traîner, parce qu'il a plus de talent que moi. Et du coup, il peut avoir écrit cette chanson en 20 minutes, mais c'est l'accumulation de beaucoup de savoir-faire, de beaucoup d'analyses de chansons, de beaucoup de background. En tout cas, c'est pas quelque chose qui lui est tombé justement à ce moment-là du ciel. C'est vraiment le fruit d'années de travail sur la chanson. Et donc, en tant qu'artiste, cet événement d'écrire en 20 minutes quelque chose qui nous arrive pas souvent, ça peut nous arriver souvent dans notre carrière. Voilà, de temps en temps, les choses ont l'air d'arriver assez naturellement. Et par opposition, quand ça n'arrive pas aussi vite, on peut se retrouver dans l'état de la page blanche, en tout cas dire, zut, je ne suis pas dans cet état d'épiphanie un peu. Et donc ces deux mythes peuvent exister, mais vous voyez que si on les relie au fait d'avoir un travail permanent d'écriture, euh, on est moins, euh, on est moins bloqué par cet état, euh, euh, par le doute par rapport à la page blanche et à la création. Voilà, pour finir, en conclusion, ces idées-là, vous voyez, c'est des idées assez simples, c'est pas non plus. Mais elles m'ont permis, moi, au fur et à mesure de mon parcours d'auteur de chansons, d'éviter de me poser justement les questions de est-ce que je suis en état de créer aujourd'hui, est-ce que je ne le suis pas, est-ce que ça m'a aussi permis de ne pas me poser la question de savoir si j'étais vraiment un artiste légitime, touché par la grâce ou pas. Ça m'a permis aussi de ne pas trop me poser la question de savoir si mes chansons avaient valeur de chef-d'œuvre, d'œuvre ou de rien du tout. Et donc c'est pas une vision vraiment réelle de la création. Je veux dire, je ne prétends pas que ce soit une manière de voir la création qui soit vraie, mais en tout cas, elle est efficace pour moi parce qu'elle me permet de continuer de créer sans être tourmenté par cet état-là et sans me poser la question de la légitimité de l'artiste. Voilà. Alors, il y a plein de choses dont j'aurais pu parler, de savoir comment se fait la création de la valeur dans les œuvres. Est-ce que les œuvres, est-ce qu'on crée de la valeur a posteriori, la valeur marchande et la valeur esthétique, etc. Enfin, tout ça, c'est des questions qui auraient pris beaucoup plus que 20 minutes. Et peut-être dans les questions, on pourra partir dans cette direction-là. Voilà, je vous remercie. Toujours poser la première question. Est-ce qu'il y a du coup alors une angoisse de la page noire? Parce que finalement, il y a une difficulté à commencer. Enfin, moi, je connais bien la difficulté de commencer et je connais aussi la difficulté de terminer. Donc, quand on a ce nuage de mots automatiques, de tout ça, est-ce qu'il y a un moment où il faut bien en fabriquer quelque chose? Est-ce que tu connais ça? C'est-à-dire d'arrêter, tu veux dire arrêter de faire toute cette boue et puis finalement de conclure, quoi. Ouais, comme un artiste qui peindrait une toile, et moi ça m'a toujours intrigué énormément, c'est pas tellement le premier coup de pinceau, c'est quand est-ce que c'est fini. Oui, là je comprends, ouais. Je comprends d'autant plus qu'il y a plein de chansons que j'ai écrites il y a 10 ans, il y a 5 ans, que j'ai envie de réécrire en me disant « Ouh là là, c'est pas possible ». Et il y a toujours cette tentation comme ça de revenir sur ce qu'on a déjà fait. Alors pour un artiste peintre, ça serait repeindre sur la toile. Pour un chanteur, c'est plus facile parce que on fait des disques, on ne va pas réenregistrer sur le disque. Mais moi, ça m'arrive de continuer d'écrire les chansons après qu'elles aient été sur le disque et d'arriver sur scène avec des chansons qui sont un peu différentes, enfin qui ont été réécrites depuis, quoi. Ouais, il y a la tentation que ça finisse jamais, effectivement, et c'est peut-être maladif de ma part, mais... Comment vous faites avec la musique? Quand on est auteur,
Oui, Les compositeurs, alors, c'est le texte qui vous vient d'abord, ou est-ce que vous avez des musiques qui vous viennent et vous avez envie de mettre un texte dessus? Parce qu'on connaît les auteurs qui sont qu'auteurs, et on connaît les compositeurs, mais alors quand on est les deux, on fait comment? Oui, c'est bien de me poser la question. C'est aussi, il y avait vraiment pas le temps de parler à la fois des textes, de la musique. Mais je crois que ça procède un peu de la même manière. On a vachement de contraintes dans l'écriture de la musique. Enfin, moi j'en ai beaucoup. C'est-à-dire quand je fais un disque, j'aimerais bien qu'il y ait des musiques un peu différentes. Donc je fais plein de jeux et d'exercices pour avoir des musiques un peu variées, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui vient en premier? C'est toujours une question pour les auteurs, compositeurs, interprètes. J'en ai vraiment aucune idée. Ça dépend des chansons. Les, pour moi, quand je crée des chansons, c'est du bricolage un peu. J'ai l'impression de faire du bricolage et de caser des choses les unes avec les autres, enfin des bouts de trucs, sur des bouts de musique qui me sont trottés dans la tête. Puis ensuite, en construisant le reste du texte, ça amène une logique dans la musique qui devrait suivre celle du texte, etc. Mais des fois, j'ai une musique complète et je mets des mots dessus. Des fois, j'ai un texte et je mets de la musique dessus. Des fois, ça se travaille ensemble. Vous sentez pas plus écrivain que musicien après? Euh, non, Ça se discute, ça. je sais même pas si je me sens écrivain, mais en tout cas, euh, enfin, comme il y a Souchon qui fait, dans un livre de texte de ses chansons, il dit attention, vous avez la moitié des chansons, ce que vous allez lire, c'est des demi-chansons. Les chansons marchent, les textes et les musiques marchent ensemble comme les deux pièces les deux faces d'une pièce, quoi. Et, euh, et donc, ouais, si je suis un auteur, compositeur, interprète, c'est bien à cause des deux. Enfin, c'est les deux qui m'intéressent. C'est le rapport entre le texte et la musique, la manière dont on met des mots sur la musique, comment ça s'opère, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Et donc, pour répondre à la question, il y a pas de règle. C'est toujours le bazar. Donc on peut avoir une musique dans la tête Ouais, et se forcer à trouver un texte, en quelque sorte. exactement. Ça peut arriver, ouais. Et ensuite, on peut avoir des bouts de texte qui arrivent et dire, bon, voilà, il va falloir mettre une musique dessus à un moment, et donc on se force à mettre une musique dessus. Mais des fois, ça s'imbrique, ça se bricole. Les deux se construisent un peu ensemble, voilà. par rapport à ce que tu disais sur l'art invisible, je suis vraiment curieux de voir ce que tu as extrait de ce bouquin et pour le transposer à ta pratique musicale. Euh, Plein de choses, en tout cas. D'abord, c'est un livre super, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup servi, notamment parce qu'il a analysé vachement la BD en profondeur. J'ai découvert des choses sur la BD que je connaissais pas, parce que je suis pas euh, un grand BD-phile, mais du coup, je me suis dit que, effectivement, pour bien comprendre de quoi je parlais dans la chanson, ce serait bien de l'analyser de manière aussi profonde. Et donc, je me suis posé les genres de questions qui s'étaient posées pour la chanson. Et en tout cas, je suis allé chercher ce genre de réponses dans d'autres bouquins de gens qui avaient un peu analysé la chanson. Euh, et ensuite, c'était sur le parcours d'artiste. Il a un chapitre entier euh, qui, euh, qui explique. Bah, je peux en parler un peu. C'est quand même hyper intéressant. Euh, C'est sur. Il explique qu'il y aurait six étapes d'artistes, enfin en tout cas six intérêts dans l'art, qui sont l'idée, le but, puis la forme, l'idiome, la structure, la technique et l'apparence d'une œuvre. Et il explique qu'on est souvent touché par l'idée et le but d'une œuvre, mais que quand on commence à faire de l'art, d'abord on passe par l'apparence, c'est-à-dire si on est touché par des mangas, on va commencer par dessiner à la manière des mangas sans s'occuper vraiment de la structure profonde qui fait qu'un manga est vraiment différencié d'une autre BD. Et qu'on remonte au fur et à mesure qu'on est, au fur et à mesure qu'on crée, au fur et à mesure qu'on apprend du savoir-faire et de la technique, on apprend ensuite les techniques, puis la structure d'une œuvre, puis l'idiome et la forme, etc. Enfin, en chanson, comment ça s'est traduit pour moi, c'est que j'ai vraiment senti au début qu'il y avait quelques chansons qui me plaisaient, et puis j'étais vraiment dans l'imitation de ces chansons, une imitation très formelle,
essayer de retrouver voilà, une idée, une forme générale, et qu'au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres chanteurs, j'ai découvert qu'on pouvait faire d'autres choses, qu'il y avait des techniques d'une chanson que j'avais mélangées avec une autre, etc. Et qu'au fur et à mesure, je me suis intéressé vraiment à la structure d'une chanson, comment une chanson était foutue, comment le refrain travaillait les couplets, enfin des choses aussi simples que ça, et puis des choses beaucoup plus compliquées. Et qu'au fur et à mesure que j'avance dans l'écriture, je m'intéresse finalement de moins en moins, par exemple, à la structure, mais à des choses un peu plus profondes sur c'est quoi une chanson, quelles sont les chansons qui me plaisent et pourquoi elles me plaisent profondément. Est-ce que c'est parce qu'elles me dérangent? Est-ce que c'est juste une histoire de musique, etc. Enfin, et au fur et à mesure, je sens que je me pose des questions qui sont de plus en plus profondes sur la création, alors qu'au début, je me contentais d'avoir... Enfin, je me contentais pas, hein, je faisais de mon mieux, mais j'essayais d'avoir une chanson qui ressemblait à des chansons que je connaissais. Est-ce que ça fait un peu de sens pour tout le monde? C'est un peu confus, mais... Et c'est quoi concrètement les chansons qui vous ont bouleversé et que vous copiez? Par exemple, au début, j'avais un groupe qui s'appelait Les Petits Tomes, où l'idée était de raconter des histoires. Et en fait, ça c'est un très bon exemple. J'étais attiré par des chansons qui racontaient des histoires. Il y avait à l'époque les VRP qui avaient fait les Hurlements de Léo, des trucs comme ça, enfin, des chansons comme ça. Et du coup, je m'étais dit, c'est ça que j'ai envie de faire, des chansons narratives. Et donc, pour moi, ce qui était important, c'était de raconter une histoire dans une chanson. Je me disais, les chanteurs qui parlent d'eux dans les chansons, c'est nul, c'est chiant, je vais écrire des histoires. Et donc, j'avais fait carrément tout un spectacle et un disque qui s'appelait Le Comptoir des Histoires et tout ça. Dont le but était de créer un monde en chanson, quoi. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était intéressant, mais qu'il y avait plein d'autres choses à faire avec la chanson. Et petit à petit, je me suis intéressé à des auteurs qui font des choses qui maintenant me paraissent plus intéressantes par rapport à ce que j'aimais au début, quoi. Comme j'ai parlé d'Éric Lareine. J'ai parlé d'Éric Lareine tout à l'heure, mais il y a Nicolas Jules, un type, un Parisien. Il habite à Bruxelles maintenant. Mais qui c'est qu'il y a d'autres? Il y en a plein, mais après, il y a même Higelin, même Juliette, j'en parlais, mais parce qui tient? Une bonne question. Il y en a un gros paquet, hein. Ça va être une liste un peu longue. Si je commence, ça va aller vite, quoi. Enfin, ça va faire trop. En complément, justement, moi je vous ai connu, j'ai pris un grand coup de vieux un jour en apprenant que je n'aurais plus 20 ans. Ouais. Et j'ai suivi les disques et les spectacles des Petits Tomes. C'est un univers que j'ai vraiment beaucoup aimé chez vous. Et j'ai trouvé qu'entre Vacarme et le dernier album, il y avait une réelle rupture d'écriture. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et un autre style d'écriture qui était peut-être plus mature, plus adulte. Mais de ce fait, je vais vous demander si vous alliez continuer dans cette direction, ou si le style narratif, un peu d'histoire, un peu bizarre, un peu comme celle qu'il y avait dans Vacarme, vous alliez continuer. Est-ce que il y a un mix de ces deux univers, ou continuer à faire exister les deux avec les petits œuvres reconstituées? Les petits œuvres reconstituées, je ne suis pas sûr que ça arrive, mais oui, il y a eu, je crois qu'il y a eu 4 ans entre le Vacarme et Que de la pluie. Et du coup, il y a effectivement eu... moi, j'ai senti un gros changement dans l'écriture, parce que j'avais l'impression d'arriver à écrire des choses que je n'arrivais pas à écrire avant. Notamment parce que j'avais un peu dépassé les idées de structure. J'avais un peu fait le point sur les structures des chansons, sur la versification, tout ça. Ça, des choses que je commençais à maîtriser un peu mieux. Et du coup, que je me suis un peu focalisé sur
sur ce qui est sur l'attention de l'auditeur dans une chanson, sur comment faire une chanson qui se redit pas, enfin qui se répète pas d'elle-même. Euh, et, et enfin, il y a plein de questions que je me suis posées dans l'écriture que je me posais pas avant parce que avant j'étais beaucoup dans la technique, dans le fait d'essayer de réaliser une chanson déjà de finir une chanson quoi. D'arriver à la fin et de dire ah oui ça ressemble à une chanson. Et maintenant je me pose un peu moins ces questions-là depuis ces disques. Mais quant à savoir dans quelle direction ça va aller, j'en ai vraiment aucune idée. C'est-à-dire que là je suis en train d'écrire la suite laborieusement et je sais pas, enfin j'espère que ça continuera dans une direction qui, qui vous ira, mais en tout cas voilà je vais ouais. Enfin, moi, je connais assez peu ton œuvre. J'ai vu un concert du dernier album où je te voyais chercher le contact avec le public, beaucoup. Et donc, d'après ce que tu viens de dire sur l'éventuel message à faire passer, on sent que tu cherches quand même un échange, en fait. Et je me demandais si tu concevrais de laisser tes chansons à un autre interprète ou si vraiment l'interprétation fait aussi partie de cette création à double face dont tu parlais. Ouais, c'est sûrement vrai. Je crois que j'écris pas pareil. Ça m'arrive d'écrire pour les autres. Et en écrivant pour les autres, je m'imagine beaucoup moins sur scène, par exemple, en train de les chanter, fatalement. Et puis surtout, j'essaye de plaire à la personne qui va la chanter, cette chanson. Enfin, de faire en sorte que ça lui corresponde, etc. Je suis plus attentif à ça. Quand j'écris les chansons, je suis hyper attentif à... Souvent, il m'arrive de savoir à peu près à quoi va me servir une chanson dans un spectacle, quel genre de chanson ça va être dans le spectacle, à quel moment elle va se placer dans le spectacle. Et puis, ça m'arrive de me dire, oui, c'est comme ça que je vais pouvoir l'interpréter, tout en l'écrivant, en fait. Ou, en tout cas, il y a des chansons que j'écris qui ont des fonctions utilitaires pour la scène, c'est-à-dire... Enfin, elles n'ont pas qu'une fonction bassement utilitaire, hein, mais je me dis, j'ai besoin d'une chanson de ce genre-là, sur scène parce que je sais que dans le spectacle j'ai envie d'un moment qui soit... Parce qu'il me semble t'avoir entendu dire d'ailleurs après le spectacle que tu concevais des spectacles justement un peu entiers quoi. Pas que une succession de chansons. Ouais, mais alors ça c'est pareil que pour l'écriture du texte d'une chanson, c'est-à-dire que dans l'écriture d'un spectacle, il y a plein de contraintes qu'on se donne, plein il y a un rythme à respecter, il y a, enfin, vous en avez sûrement une idée, mais il y a des lumières, il y a un espace scénique, et puis il y a une première chanson, une dernière chanson, il y a des moments où on parle, des moments où on parle pas, des moments... Et tout ça est une grande construction comme ça qui se fait, et au fur et à mesure des années, je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas, enfin, que moi que j'arrive pas à faire, des choses qui fonctionnent à tous les coups. Et puis il y a sur scène des techniques comme ça de savoir-faire qui nous permettent des petits trucs qui nous permettent de... Et puis on sait aussi quel genre de spectacle on a envie de faire, du coup on sait quel genre de chansons vont nous permettre de faire ce spectacle qu'on a envie de faire, etc. Enfin, tout ça est un peu lié. Ouais, au moment de l'écriture, ça peut en faire partie, ouais. Après, maintenant je sais que j'évite de trop me poser ce genre de questions trop vite, parce que sinon ça me bride un peu, mais voilà, ouais. Oui, bien sûr, ouais. Moi j'avais une question, c'est comment tu as appris en fait, parce que tu as parlé de technique beaucoup, c'est quoi ton process en fait? J'imagine que maintenant tu as acquis beaucoup de techniques, mais cette technique, comment tu l'as eue? Est-ce que tu as eu des cours? Est-ce que tu as... peut-être en écoutant? C'est une bonne question. Il y a d'abord en écoutant beaucoup de chansons, puis il y a eu un moment où je me suis dit que pour faire de la chanson, il fallait que je connaisse un peu la chanson. Et du coup, j'ai écouté beaucoup de chansons, j'ai fait beaucoup d'analyses de textes, de essayer de comprendre comment étaient foutues les chansons qui me plaisaient. Après, il y a des bouquins sur la chanson qui existent.
on est quand même un peu plus pauvre en chanson que par exemple en cinéma ou en littérature. Cela dit, il existe quand même de la matière. Et puis j'ai participé à des ateliers d'écriture avec Éric Larraine, j'en parlais. J'ai ensuite fait des ateliers d'écriture qui m'ont permis animé les ateliers d'écriture qui m'ont permis aussi de comprendre des choses. Et puis je me fais beaucoup relire moi, mes textes par des copains meilleurs que moi. Et du coup, ils me donnent des retours dessus. Puis au fur et à mesure, j'arrive à comprendre des choses que je fais bien, que je fais mal. Il y a plein de copains avec qui on discute beaucoup de chansons, de ce qui est intéressant dans telle chanson, machin. Donc on se forge des opinions en discutant, par l'échange, etc. Et puis sur scène, il existe, ça peut être marrant, j'ai fait ça, il existe des gens qui sont des coachs scéniques, en fait, qui apprennent des techniques sur scène. Alors ça va du rythme du spectacle, une espèce de rythme en cloche, ils appellent ça. Alors il faut que ça commence doucement, ça monte ou c'est l'inverse, il faut que ça que ça démarre fort, que ça redescende, que ça remonte, etc. Enfin, il y a plein de théories. C'est plus ou moins intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire et j'y ai appris des choses. Après, il y a des choses qui m'ont moins intéressé. Par exemple, il y a un truc que j'ai appris, je peux vous montrer, c'est une technique assez simple. Si un chanteur arrive comme ça et qui chante en faisant comme ça, voilà, c'est super. Et ensuite, s'il arrive et qu'il fait ça, est-ce que vous voyez la différence? Ok. Vous voyez ça? Alors c'est simple, hein, soit je tape avec l'avant du pied, soit je tape avec l'arrière du pied. Et il se trouve que si je tape avec l'arrière du pied, on a tout de suite l'impression que je suis plus dynamique, que je suis plus engagé vers vous et que je suis un vrai rocker, quoi. Vous voyez ça? Là j'ai l'air d'un rocker, puis là j'ai l'air de rien, quoi. Et donc ça c'est une technique que j'ai appris comme ça là-dedans. C'est de loin la plus utile que j'ai appris, mais il y en a plein. Il y a plein de petits trucs comme ça qui permettent et qui font que une fois qu'on regarde, c'est pareil que pour l'écriture. Quand moi je regarde une chanson, je pense que je la regarde un peu plus méthodiquement que d'autres personnes, puisque c'est mon métier. Et du coup, j'y vois plein d'astuces. Je vois à peu près comment les structures en ressortent. De la même manière, quand je vois quelqu'un sur scène, je vois aussi voilà, pourquoi il tape du pied. Mais je vois plein de constructions comme ça, et qui sont des choses qui... Ça montre aussi que le statut, voilà, qu'être bon sur scène, c'est pas du tout inné. En fait, il y a plein de techniques qui permettent comme ça d'acquérir du savoir-faire sur scène, de la même manière que dans l'écriture, dans la musique, etc. Voilà. Et en fait, tu n'as pas répondu au pendant musique. Enfin, comment ton éducation musicale elle est venue? Ah, l'éducation musicale, elle s'est faite... j'ai commencé la musique très tôt. Voilà, j'étais au conservatoire, j'ai fait du violon pendant 10 ans. Puis après... Hein? Non, c'est pas du piano, je me suis mis au piano plus tard, mais en fait, voilà, j'ai fait de la musique beaucoup et puis, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme bouquin intéressant justement sur l'écriture de chansons? Alors, ah ouais, j'aurais pu amener la bibliographie de ça parce que je vais pas avoir les titres directement, mais il y a... On peut les poster sur le site. Ouais, je les posterai. Je ferai une liste et je les mettrai en dessous de la vidéo. Ouais, en fait, il y en a plein. Il y a surtout plein il y a des textes, des bouquins pour écrire des chansons, c'est-à-dire qui donnent ces techniques-là de contraintes, qui en donnent plein comme ça. C'est des espèces de cahiers de contraintes pour écrire, quoi, pour générer du texte. Et ensuite, après les matières les plus, les livres les plus intéressants sur la question, c'était plutôt pour la littérature. Ça concernait plutôt la littérature. Mais en chanson, il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a un qui s'appelle Capter l'air du temps, je crois. Mais après, en chanson, il y a vachement d'analyse sur
comment dire, sur la chanson dans la société, pourquoi c'est un art populaire, machin et tout ça. Il y a vachement de bouquins là-dessus, et des bouquins techniques sur la chanson, il y en a un peu moins. Mais je mettrai tout ça en lien, ouais. Tu sais, le typographe qui n'arrive même plus à lire le titre parce qu'il est obsédé de typo, donc le correcteur qui ne peut plus lire un roman, enfin, à force de trop voir les ficelles, est-ce que tu arrives quand même à profiter? Oui, je vois bien l'idée. Mais oui, peut-être parce que je ne suis pas forcément un très bon analyste de chansons, mais c'est-à-dire qu'en fait, l'analyse de chansons, elle nous sert. Enfin, c'est la même idée que dans le lecteur analytique en littérature, c'est-à-dire on aurait cette idée du lecteur qui, toujours obnubilé par le style, qui a en tête toutes les autres œuvres, l'intertextualité permanente, enfin, tout ça, et qui n'arriverait plus à apprécier de manière un peu brutale et primaire l'œuvre. Sauf que moi, il y a les chansons qui sont étonnamment simples et qui me touchent énormément, mais pour plein de raisons. Enfin, je crois pas que... alors, c'est ça le point, c'est qu'effectivement, quand on crée, on fait ça par rapport à un jugement, c'est-à-dire qu'on juge soi-même l'œuvre qu'on est en train de créer. En fait, comme je disais, on crée de la boue comme ça, et puis on choisit des choses à l'intérieur, et c'est ce choix et la manière dont on bricole avec ces choix qui fait qu'on crée une nouvelle chanson. Et ce choix-là, il nécessite d'avoir un jugement sur ce qu'on est en train d'écrire, et aussi, du coup, par extension, un jugement sur l'art dans lequel on intervient. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut passer par avoir du goût en chanson, enfin avoir des goûts en chanson, pouvoir dire je préfère ça à ça, etc. Et pour pouvoir faire un choix à un moment dans ce qu'on est en train de créer. Mais tous ces filtres-là, on n'est pas obligé de les activer quand on écoute une chanson. C'est-à-dire que ça peut arriver malgré soi. Mais moi, quand j'écoute une chanson, je me dis pas tout de suite voilà. Si une chanson me... Quand vous la chantez. Et quand vous la chantez. Et quand je la chante, non, là, je réfléchis moins à la structure, ouais. Enfin, j'essaie de ne pas oublier les paroles. C'est beaucoup plus mécanique que ça, ouais. Mais je ne sais pas si c'est la bonne image de dire qu'il y a un filtre qui est actif ou qui n'est pas actif. Je pense que c'est toujours au fond de la tête, qu'on est toujours en train d'analyser. En fait, quand on crée, on est quand même obsédé un peu. Je crois que c'est le degré d'obsession qui fait un peu Et donc moi, quand j'écoute de la chanson, mais même quand je regarde un film et qu'il y a un truc qui se passe qui me plaît, il m'arrive de dire « Ah tiens, je pourrais mettre ça dans une chanson ». Enfin, ceci n'ayant rien à voir avec cela. Et en lisant des livres, ça m'arrive tout le temps. Je veux dire « Ah ouais, cette phrase, super, je la mets de côté, je vais pouvoir la mettre dans la chanson ». Quand je discute, ça. Donc on est quand même constamment obsédé. Et alors forcément, quand j'écoute des chansons et qu'elles me touchent un peu comme ça, de manière un peu primaire, je me dis tout de suite comment je vais faire pour la récupérer et en faire une chanson à moi. Donc l'obsession fait que sûrement que cette histoire de filtre qui s'enlève, ça marche pas, je crois. Ok. Merci. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Mm-hmm.